Salut à tous, c'est Franck de Gilet Franck. Oui, j'ai fait 100% de cette vidéo avec cette petite fluche verte dans la barbe. Non, je vais pas la retourner. La dernière fois que je me suis attaqué à un mouvement pour essayer de le débunker un petit peu, c'était pour le stomach vacuum, et j'avoue que je me suis fait défoncer en commentaire, bien insulté comme il faut. Après, quand on voit le genre de personnes qui m'insultent et à quel point ça peut être favorisant dans l'algorithme YouTube, j'en veux à personne quoi. Bref, trêve de plaisanterie, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu du hip thrust et je vais vous dire en quoi ce mouvement n'est pas forcément ce que vous croyez, en quoi il n'est pas forcément aussi bien en tout cas qu'on le pense. Argument à l'appui, bien entendu, et à la fin je vous dirai quand même quels sont ses avantages et pourquoi le mettre en place et comment le mettre en place. Alors aujourd'hui, je ne vais pas balancer comme ça des arguments de mon chapeau, je vais ou m'appuyer sur des calculs biomécaniques ou m'appuyer sur des études déjà faites. À chaque fois, je vous mettrai en lien le nom des études si jamais vous voulez les regarder par vous-même. Pour tout ce qui va être calcul biomécanique, étant donné que chaque individu est différent, on va avoir des longueurs de segments qui ne sont pas les mêmes pour chaque personne et donc des implications biomécaniques qui ne sont pas identiques, j'ai fait tous ces calculs en fonction de la longueur de mes segments. Okay, donc on peut avoir des petites différences interindividuelles, maintenant ça va pas être du simple au double, croyez-moi. Donc le hip thrust, c'est ce mouvement que 99,9% des filles font à la salle. Pourquoi? Parce qu'il promet le cul de Kim Kardashian sans avoir de grosses cuisses. J'ai vulgarisé, mais c'est exactement ça qui se passe en fait. Le sous-entendu de ce mouvement, c'est qu'il permet un gros engagement des fessiers en essayant de court-circuiter les jambes, mais surtout les ischios. Donc pour toute cette génération qui a envie d'avoir des jambes spaghetti avec un cul énorme au-dessus, c'était un petit peu le mouvement idéal. Mais ça nous pousse à nous poser la question, est-il si bien que ça pour améliorer le fessier? Est-il si efficace que ça comme exercice? De grands youtubeurs et de grands noms du fitness ont tous dit de manière unanime que oui, c'était l'exercice suprême, et c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde s'est mis à le faire, hein, l'exercice suprême pour les fessiers, mais sans quasiment aucun argument. Aujourd'hui, on va éplucher tous les arguments qui existent et je vais vous dire pourquoi oui ou non c'est un bon exercice. On va commencer par l'implication biomécanique. Ce qui nous importe, c'est de savoir à quel point un mouvement va stresser ou pas le groupe musculaire qu'on vient chercher à activer ou à engager pendant ce mouvement. Et pour savoir s'il va le stresser ou non, on va pas regarder le poids qu'on met pendant l'exercice, mais on va regarder, grâce au bras de levier qu'il nous procure, on va regarder le moment de force qu'il y a sur le centre articulaire qu'on vient chercher. En gros, la réelle implication de la charge qu'on utilise. L'exemple même, juste pour comprendre tous les calculs qui vont suivre, c'est l'haltère de 2 kg. L'haltère de 2 kg, je la tiens le long de mon corps dans ma main, je peux la tenir pendant des heures. Si je tends le bras et que je l'éloigne un maximum de moi, ça va devenir très difficile de la tenir longtemps. Dans les deux cas, il ne s'agit que de 2 kg, mais quand j'ai le bras tendu, j'augmente la longueur du bras de levier, donc ça devient beaucoup plus dur à tenir. Ça, c'est exactement ce qu'on cherche à savoir sur le mouvement. Si oui ou non, c'est difficile de faire le mouvement avec une certaine charge. Donc pour ça, quoi de mieux que le comparer avec son copain, le squat. Dans les deux cas, on va pas comparer chaque position du mouvement, mais uniquement les positions tout en bas. Je sais que ce serait beaucoup plus enrichissant pour le faire sur chaque position, mais ça rendrait la vidéo tellement agerbée et tellement complexe que personne ne resterait jusqu'au bout. En bas du squat, si on mesure pour moi mes segments à moi, je vais avoir un bras de levé d'environ 31 cm quand je suis sur une position entre le low bar et le high bar, entre les deux. Ce qui nous donne dans notre calcul, si on cherche à connaître le moment de force que ça génère sur le grand fessier justement, en tout cas sur la hanche, imaginons que je prenne une barre de 100 kg sur les épaules, je vais me retrouver avec à peu près 310 Nm au niveau de la hanche, générée justement par cette charge dans la position du bas de squat. Si je fais exactement la même chose sur la partie hip thrust, on va se retrouver sur le bas du mouvement avec un bras de levier qui est beaucoup plus court, qui bien sûr va s'allonger plus on va monter, mais ça on en parlera tout à l'heure. Et avec le bras de levier qu'on retrouve sur le bas du mouvement du hip thrust, pour la même barre de 100 kg, je me retrouve à environ 170 Nm de couple, enfin de moment de force. Donc on voit que je suis, par rapport aux 310 de tout à l'heure, je suis quasiment à la moitié. Ça vous parle pas du tout ce que je suis en train de dire, mais là je vais vous faire un truc beaucoup plus simple. Imaginons que je fasse un hip thrust à 120 kg, ce qu'on va retrouver, il y a beaucoup de femmes qui sont capables de le faire en salle de sport, le hip thrust à 120 kg. Le hip thrust à 120 kg, c'est l'équivalent en moment de force d'un squat à 67,1 kg par rapport à mes segments. Et on remarque là tout de suite que ça, c'est quelque chose qui se vérifie assez facilement en salle de sport. On retrouve beaucoup de femmes qui sont autour entre 100 et 140 kg hip thrust et qui sont pas pourtant capables de dépasser les 70 ou 80 kg au squat avec une amplitude complète, je parle. Pourquoi elles n'en sont pas capables? Bien sûr, elles ne sont pas habituées à ce mouvement et bien sûr, les autres structures ne sont pas prêtes à faire cette charge aussi, mais c'est aussi
Et en grande partie parce que ce n'est pas du tout le même bras de levier. Et une barre au niveau des épaules, ça augmente beaucoup le bras de levier avec le buste qui se bascule légèrement en avant et les hanches qui reculent. Donc c'est une autre histoire. Et sur le grand fessier et tout ça, je vous parle vraiment au niveau de l'extension de hanche. Donc niveau du moment de force pour faire bouger cette charge, 120 kg sur hip thrust, c'est égal, en tout cas à ce niveau-là, c'est égal à 67 kg sur un squat. En plus, on va rester dans le biomécanique, mais on nous dit que c'est très intéressant parce que ça vient court-circuiter les ischios parce que les genoux sont fléchis. Or, sur le bas du mouvement en squat, les genoux sont encore plus fléchis et à presque 10 degrés d'écart que sur le hip thrust. Donc en tout cas sur le bas du mouvement, on engage encore moins les ischios que sur le hip thrust. Et en plus, ce qu'on peut regarder, qui est très intéressant, et ça qui est même relevé dans énormément d'études, mais les hanches sont énormément plus fléchies dans une position de bas de squat que dans une position de bas de hip thrust. Or, on le sait, l'extension du muscle est primordiale pour la prise de masse musculaire et pour la force. Il faut aller chercher de l'amplitude de mouvement si on veut prendre en masse et si on veut prendre en force. Donc, c'est un exercice où il faut mettre beaucoup plus lourd pour avoir le même effet, où il y a moins d'amplitude et où les ischios sont pas forcément beaucoup moins engagés que sur d'autres mouvements, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Maintenant, vous me direz, oui, mais il y a beaucoup plus d'activation du grand fessier sur le hip thrust par rapport au squat. Et ça, en fait, ça s'appuie sur plusieurs études qui ont été faites avec des électromyogrammes pour voir la quantité d'activation sur ce mouvement par rapport à d'autres. Ces études, pour réussir à faire ça, faisaient contracter de manière volontaire en isométrie au maximum la personne le fessier, et après comparer cet engagement de contraction, donc c'est un signal électrique, par rapport à la contraction qu'il y avait sur les mouvements demandés, sur le hip thrust, sur le squat, et par exemple sur le step up, qui lui a gagné le record de cette étude sur l'engagement du grand fessier. Et en fait, on peut tout expliquer au niveau des résultats de cette étude. Dans cette étude, on voit que l'engagement du grand fessier est légèrement supérieur quand on fait du hip thrust par rapport au squat. Et ça s'explique complètement par une explication biomécanique. Je ne vais pas aller ultra dans les détails parce que je vais tous vous perdre, enfin tous, en tout cas ceux qui ne connaissent pas exactement la physiologie du muscle, mais un muscle, ce sont des filaments qui viennent pas s'entrecroiser mais pas loin et se tracter l'un et l'autre. Vous avez déjà sûrement entendu parler de myosine et d'actine et on appelle ça des ponts actine-myosine. Plus on a de ponts actine-myosine, plus on est capable de générer de force. Or, quand un muscle est extrêmement raccourci, et ça c'est valable aussi quand il est extrêmement allongé, mais souvent c'est pas sur des amplitudes qu'on peut aller chercher naturellement, mais quand un muscle est extrêmement raccourci, les fibres viennent se chevaucher et il y a une partie des ponts actine-myosine qui ne peut plus se faire à cause du chevauchement des fibres musculaires. C'est très vulgarisé, c'est pas des fibres, hein, mais des filaments. Donc il y a une partie qui ne peut plus se faire et donc une partie de la force qui ne peut plus se produire. Donc pour produire autant de force, il faut plus d'activation musculaire. Et c'est exactement ce qu'on retrouve sur le hip thrust. En haut du mouvement, on va se retrouver avec un muscle complètement raccourci, avec une extension de hanche complète. Dans cette position, on a beaucoup moins de ponts actine-myosine que quelques centimètres plus bas, et que encore plus on descend, plus on en aura pendant un certain moment. Et donc on va avoir une énorme activation musculaire, et pour autant pas beaucoup d'impact, parce qu'il y a beaucoup de ponts actine-myosine qui se font pas. Or c'est par ces ponts-là, c'est par cette force créée qu'on vient créer le stress mécanique suffisant pour avoir en tout cas espérer de la croissance musculaire. Et on peut l'expliquer encore d'autres manières. Dans la théorie de l'évolution, mais ça se voit sur pas mal d'aspects mécaniques de notre corps, on était à 4 pattes à la base. Notre corps, notre grand fessier, c'est le muscle propulseur de la jambe quand on a 4 pattes, moi aussi quand on est sprinter et penché en avant. Et dans ces positions-là, nous n'avions nullement l'utilité d'avoir une jambe qui partait plus haut que notre corps, d'avoir plus qu'une extension de hanche, d'avoir une surextension de hanche, un angle qui va devenir négatif dans l'autre sens. Et donc nous possédons très peu de force dans cette position. Testez-vous, vous voyez les, je sais pas comment ça s'appelle, les donkey kicks là qu'on peut faire avec une haltère ou une poulie accrochée au pied, vous allez voir que dès que vous passez la position extension de hanche, les centimètres d'après sont extrêmement durs. Nous avons mécaniquement, c'est à l'intérieur même de notre muscle, très peu de ponts actine-myosine, on se retrouve dans une position extrêmement rétractée du muscle, il peut produire très peu de force et ça se voit tout de suite. Pourtant, comme il faut forcément faire le mouvement à ce moment-là, on va envoyer un impact nerveux, un afflux nerveux énorme pour surstimuler les derniers ponts qu'on a pour réussir à faire le mouvement quand même. Et c'est ça qu'on va retrouver sur le hip thrust, on a une énorme activation musculaire, donc on a énormément d'afflux nerveux qui va arriver au muscle. Mais pourquoi faire?
Est-ce que c'est vraiment utile d'en avoir autant à ce moment-là? Alors que si on regarde cette étude, qui a gagné cette étude? C'est le step up qui va en fait, être quasiment la même chose qu'un squat si on réfléchit bien. Et quelle est la différence entre le step up et le squat? Pourquoi est-il beaucoup plus important nerveusement que le squat? C'est parce qu'il y a ce qu'on appelle un dead start. Vous démarrez en bas sur un step up. Vous démarrez sans inertie, sans rebond, sans élasticité emmagasinée dans les tissus. Vous démarrez dans une position basse et dans cette position d'étirement, il faut envoyer suffisamment pour remonter. Et bien ça, nerveusement, c'est reconnu, c'est ce qui est énormément utilisé dans le power avec le dead start, notamment le pin squat, le dead squat, etc. C'est l'afflux nerveux nécessaire pour débuter un mouvement en bas est beaucoup plus difficile. Pourtant, on se retrouve c'est un mouvement de squat en fait. Donc c'est pas le pattern du squat qui fait que c'est plus ou moins activable, c'est surtout ce qu'on va faire autour. Un squat, moi je vous mets ma main à couper, faites du dead squat, commencez votre squat en bas avec une barre inerte posée sur les racks, vous allez voir l'activation de vos fessiers et là on peut en discuter. Donc on voit que d'un côté biomécanique, non, c'est pas si fou que ça. Enfin, ça n'a pas d'énormes avantages et d'ailleurs les avantages en termes de levier sont plus importants côté squat. En tout cas, on a étudié que la position basse du mouvement et c'est différent dans l'ensemble du mouvement. Mais dans la position basse du mouvement, on peut voir que non, le squat est bien plus avantageux sur le grand fessier, bien plus que le hip thrust. On peut voir aussi niveau activation. Activation, le hip thrust est légèrement au-dessus du squat, mais on peut expliquer pourquoi il est légèrement au-dessus. Et d'ailleurs, ça se repère puisque en utilisant un pattern de mouvement comme celui du squat, c'est-à-dire celui du step-up, avec une flexion de hanche à peu près alignée et surtout un schéma de courbe de résistance qui est celui du squat, on se retrouve avec une implication nerveuse bien supérieure. Et d'ailleurs, il n'y a pas 150 études qui ont travaillé là-dessus, mais il y a des études qui essayent de regarder l'impact d'un protocole de travail autour du squat face à un protocole de travail autour du hip thrust sur des femmes qui sont déjà entraînées. Et sur les résultats de cette étude, on peut voir que ça soit en croissance musculaire comme en force, les résultats sur le squat sont nettement supérieurs de ceux du hip thrust. Donc ça vient complètement contredire les résultats d'études, en tout cas ce qu'on espère en tirer par rapport à l'engagement nerveux. On remarque qu'un mouvement qui engage moins nerveusement va pourtant permettre de plus se croître musculairement. Et là, il faut se poser les bonnes questions. Vous commencez à se dire, est-ce qu'on continue tout le temps à regarder que la partie implication nerveuse et on ne réfléchit pas plus, on débranche le cerveau pour expliquer ce qui nous entoure, ou est-ce qu'au contraire, on peut commencer un peu à réfléchir? Dans les côtés négatifs aussi, et ça j'aimerais le mettre quand même un petit peu en avant parce que pour moi, c'est pas des moindres, surtout avec la neuropathie que j'ai, c'est que la barre, quand vous allez la mettre à cet endroit-là, vous la mettez quand même sur des choses qui peuvent vous nuire. Alors il y a bien sûr une partie de l'appareil génital et ça peut créer des troubles, mais il y a aussi des nerfs qui passent à cet endroit-là. Sachez que moi, ayant une neuropathie, c'est un petit peu comme la maladie des os de verre que j'ai, mais c'est pour le système nerveux. J'ai un système nerveux qui est très sensible. Première fois que je fais du hip thrust, et je me bloque directement le nerf cutané latéral de cuisse, qui est par chance un nerf qui est uniquement sensitif, mais juste pour vous dire à quel point ce sont des nerfs qui sont juste en dessous de là où vous posez votre barre. Et vous, quand vous le faites, vous n'avez pas forcément d'atteinte comme ça dès la première fois que vous le faites parce que vous n'avez pas un système nerveux aussi sensible que le mien, mais ça n'empêche que vous émettez une grosse pression sur des centres nerveux. Et c'est pas le seul nerf qui passe là, il y a plein de nerfs qui peuvent bien faire chier. Cependant, on va pas se mentir, il y a quand même des intérêts sur ce mouvement. Il va être beaucoup moins traumatisant que certains autres mouvements. Imaginons, je sais pas, que vous ayez des problèmes de rotule par exemple, il se peut que ce soit beaucoup plus intéressant pour vous que vous le fassiez par rapport à du squat justement. Mais il a aussi un intérêt, et lui, il faut le souligner, un intérêt niveau de la courbe de résistance. J'aime pas appeler ça comme ça parce que c'est ultra utilisé par la neuroscience, mais au niveau de sa courbe de résistance. Le pic de difficulté du mouvement par rapport à son bras de levier et à la charge, c'est quand on va se retrouver en extension de hanche complète, donc tout en haut du mouvement. De toute façon, vous allez le sentir, en bas c'est pas très difficile, en haut ça devient très difficile. Ça, on l'a déjà expliqué, parce que c'est pas qu'une histoire de bras de levier, c'est aussi les fibres musculaires qui rendent cette position plus difficile. Mais ce n'est pas tout. C'est très intéressant d'avoir ce genre de mouvement parfois, car c'est complètement complémentaire avec tous les autres mouvements de flexion de hanche qu'on a. Quand on est sur du squat,
Quand on est sur du Bulgarian squat, quand on est sur des lunges, quand on est sur tous les exercices que vous pouvez faire pour les fessiers, le pic de difficulté est quand on est en flexion de hanche, donc quand le muscle est étiré. Et plus on va se redresser, moins on va avoir justement de difficultés dans le mouvement. Moins le bras de levier va être défavorisant en quelque sorte. Et donc la partie extension de hanche complète en haut du mouvement, c'est quelque chose qui est très facile à faire et sur laquelle on s'entraîne très peu. C'est là où le mouvement est complémentaire avec les autres mouvements de flexion de bas de corps. C'est qu'il va être très stimulant là où les autres ne le sont très peu. Donc que ce soit pour un point de vue force, que ce soit pour un point de vue hypertrophie, il faut voir ça un petit peu comme un complément. Là, c'est très intéressant. Je fais du squat à côté ou je fais du Bulgarian ou comme l'a montré cette étude, du step-up, qui a une énorme activation. Je peux compléter ça avec du hip thrust. Maintenant, le hip thrust, à mes yeux en tout cas, ne peut pas être la base de votre entraînement sur le bas du corps et même sur les fessiers. Je le rappelle, mouvement avec très peu de bras de levier, mouvement avec très peu d'amplitude, mouvement avec pourtant de l'activation ischio contrairement à ce qu'on pourrait croire, mouvement avec de l'activation nerveuse mais qui n'est pas forcément utile, et mouvement avec des risques de troubles dus à la compression de la barre qui est un endroit qui pourrait être assez chiant. Enfin bref, je voulais vraiment faire cette vidéo non pas pour vous dire écoutez c'est un mouvement de merde, non, il a des intérêts et il a du sens dans une programmation, mais aujourd'hui c'est le mouvement de référence bas de corps surtout chez les femmes et pourtant ça ne tient absolument à rien. Et je voulais, grâce à cette vidéo, éveiller un petit peu les débats, lancer un petit peu l'esprit critique, que tout le monde réfléchisse à pourquoi au final je le fais. Quel est son intérêt? Est-ce que c'est vraiment tout ce qu'on me raconte ou est-ce que je dois gratter un petit peu et me poser les bonnes questions pour mieux comprendre les choses? Bon les amis, je pense que cette vidéo est déjà assez longue et j'ai dû perdre un paquet de monde avec mes histoires de calcul de tout à l'heure. J'espère que cette vidéo a pu vous aider, j'espère que ça a pu vous parler un petit peu. Je sais qu'on peut pas tous être d'accord et que c'est normal que tout le monde ait des avis différents. Maintenant, le fond vraiment de cette vidéo, c'est pas de vous dire pensez comme moi, mais c'est d'éveiller un petit peu l'esprit critique, de vous pousser un petit peu, en tout cas dans le milieu du fitness, à remettre en question tous les acquis que vous pensez avoir, parce qu'il y a énormément d'informations, il y a une sorte d'idée générale des choses qui est communiquée, une idée très populaire et qui fréquemment en tout cas, dès qu'on s'y connaît un peu, on se rend compte qu'elle est fausse cette idée. Et donc ça devient pour moi intéressant et important d'éveiller l'esprit critique, quitte à ce qu'on soit pas d'accord, je m'en fous que vous soyez d'accord avec moi ou pas. Vous avez entendu mes arguments, ça a éveillé un petit peu, ça a élevé un petit peu le débat et ça vous a permis en tout cas de remettre certaines choses en question. Déjà avec ça, je pense que j'ai gagné. Si jamais ça vous a plu comme d'habitude, pensez à lâcher un petit like, pensez à lâcher un commentaire, abonnez-vous, ça fait du bien. Et sinon, moi je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.